Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire de la section de psychiatrie légale de l'AFPBN avec une nouvelle série, les 3 F, filicide, féminicide et familicide. Et bien sûr, pour commencer, alors celle qu'on ne présente plus, mais je vais me faire l'honneur quand même de présenter, le célèbre docteur Nidal Naban-Abou, qui est psychiatre, expert auprès de la Cour d'appel de Rennes et coprésidente de cette magnifique section de psychiatrie légale. Nidal, je vais te laisser la parole parce qu'on est un petit peu en retard. D'abord, merci d'accepter de traiter ce sujet compliqué. Et on prendra les questions au fur et à mesure, vous savez, dans le chat. Vous rappelez qu'il y a plein de webinaires, que l'AFPBN est très proactive pour proposer à travers les différentes sections différents webinaires très, très actuels. Et il s'agit d'être membre pour pouvoir accéder à des attestations. En plus, pour la participation à ces webinaires, participer aussi aux journées gracieusement et plein d'avantages liés à cette adhésion à la FPBN, en particulier pour les jeunes. Donc, si vous êtes jeune, psychiatre dynamique, motivé, n'hésitez pas à adhérer. Nidal, c'est à toi de jouer. Je récupère les questions et c'est moi qui viendrai éventuellement te les proposer au fil de l'eau. À toi. Ok, merci. Un plaisir de co-animer cette première série FFF. On avait fait les PPP l'année dernière, le parano, le psychopathe et le pervers. Le pervers, bien sûr. Et donc là, cette année, on fait une autre série qui va se dérouler dans les mois à venir. Donc, un sujet sur les filicides. Les filicides, qui est un sujet pas facile à traiter. Alors, si vous avez des hauts de cœur, si vous avez l'âme fragile et vulnérable, abstenez-vous parce qu'on va parler de meurtre et on va parler pas de n'importe quel meurtre, on va parler des meurtres d'enfants. Alors, c'est un sujet qui a été choisi parce que ça existe et c'est souvent au sein de la famille et c'est souvent les mères qui tuent leurs propres enfants. Une particularité de ce crime. Et donc, on va essayer de le traiter sur l'angle de la clinique, sur l'angle aussi de l'analyse criminologique. Et pour terminer, pour parler de le devenir de ces mères qui tuent leur propre progéniture. Donc, Mathieu, tu peux me poser des questions au fur et à mesure. Du coup, est-ce qu'il y a une différence entre l'âge de l'enfant? On parle aussi de néonaticide. Est-ce que tu peux nous dire la différence? Oui, donc définition terminologique. On va commencer pour ne pas avoir de confusion dans les termes. Alors, le filicide, il vient du latin filius et filia, c'est le fils et la fille. C'est le meurtre par un parent de son propre enfant. Il peut également, ce terme de filicide, désigner le meurtrier lui-même. Alors, quand on évoque, comme tu l'as dit tout à l'heure, le néonaticide, néonate, c'est l'homicide d'un enfant qui est nouveau-né et qui est né depuis moins de 24 heures. C'est-à-dire qu'il est tué aussitôt qu'il est né, mis au monde, dans les moins de 24 heures après la naissance. Et l'infanticide, c'est le terme le plus employé que tout le monde emploie, c'est par définition l'acte de tuer un enfant, son propre enfant. Donc, en fait, dans l'infanticide, ça peut être l'enfant mineur et tout petit, c'est néonaticide, mais ça peut être aussi un enfant majeur. Et donc, un filicide, ça peut être le filicide d'un majeur. Tout à fait. Alors, c'est très rare qu'il y a des filicides d'enfants majeurs. On verra tout à l'heure dans la description clinique. La plupart des enfants, c'est des enfants de bas âge et surtout des bébés, des nouveau-nés. Et donc, les premiers mois de la vie, même voire les premières 24 heures de la vie, d'où la définition à part du néonaticide. Et c'est puni très fort, non? Alors, c'est puni très fort. Alors, c'est puni différemment, que ce soit en France. Donc, on ne comprend pas ce meurtre et les jurés populaires ont du mal, y compris les magistrats, de saisir cet homicide, cet infanticide qui est compliqué. Et donc, l'article 221-4 avec son alinéa 1, 2 et 3 du Code pénal, il nous dit qu'il est passible en France, ce meurtre d'enfant, cet infanticide, de réclusion criminelle à perpétuité. Donc, c'est la plus grosse peine. Tu sais bien, Mathieu, qu'on n'a pas de peine de mort en France.
En revanche, aux États-Unis, si on veut faire de la peine comparative, c'est la peine de mort qui est requise pour les mères ou pour les pères qui tuent, qui maltraitent. Ou aux États-Unis, ils ont la particularité aussi d'avoir des tueurs d'enfants en série. Et donc, c'est la peine de mort qui est requise. Au Canada, c'est différent. La peine, elle est plus faible parce qu'ils reconnaissent une vulnérabilité à la mère qui vient d'accoucher, qui est en post-accouchement, qui est allaitante même, en disant que ce meurtre est puni de la même façon que les homicides involontaires coupables. C'est le code 22, je pense, 222 du code pénal canadien, en atténuant, en mettant en avant la difficulté de la mère en puerpéral, plus ou moins post-puerpéral, et surtout si elle allait également, ça reste cette vulnérabilité et ça diminue la peine au Canada. C'est intéressant parce qu'ils ont inscrit dans la loi cette espèce de présomption d'altération et ça nous permet quand même d'insister sur le poids de la psychiatrie parce que c'est quand même compliqué ce type d'homicide. Alors, c'est extrêmement compliqué et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est une équation qui est impossible à résoudre. Donner la vie, materner, avoir un enfant, accoucher, puis d'un seul coup entraîner la mort de ce même bébé, de ce même enfant qu'on a porté dans le ventre pendant plus de 8 mois, pendant 9 mois. Alors, c'est un meurtre qui est sans doute dans les crimes les plus difficiles à comprendre et à appréhender, parce que c'est un meurtre qui nous met vers une analyse très, très complexe et qui est difficile à comprendre. Un bébé, c'est un être très vulnérable, un être fragile qui est totalement dépendant de la mère, totalement dépendant de la personne qui l'entoure. Et ce meurtre de cet enfant qui n'a aucune autonomie, de ce nouveau-né, et reste un mystère, ça nous met dans l'impensable, impensable qu'une mère puisse enfanter et puis tuer en même temps, être l'auteur de ce crime qui est inimaginable au niveau sociétal. Alors, bon nombre de néonaticides ne sont pas connus comme tels. Pourquoi? Parce que au niveau statistique, ils sont vraiment sous-estimés. Parce que depuis le XVIIIe siècle, quand les bourgeois abusaient de leurs servantes, accouchaient dans les prairies et dans les champs, elles mettaient ça dans les bennes, elles mettaient ça dans des feux, et donc on cachait ces néonaticides. Et ça continue même au notre siècle actuel, parce que souvent, si par exemple, on en parlera tout à l'heure dans les étiologies, un déni de grossesse, c'est-à-dire on ne sait pas qu'on est enceinte et d'un seul coup arrive un enfant d'une manière inattendue, d'une manière complètement surprenante, et on ne sait pas quoi faire de ce mobile-là qui est arrivé, de cet objet qui n'a jamais été investi, jamais fantasmé pendant la gestation. Et donc, les corps de ces nouveau-nés sont souvent dissimulés, ils sont souvent jetés, ils sont souvent cachés. Et donc, les statistiques ne les reconnaissent pas, ils sont sous-estimés. Alors, en France, pour les néonaticides, selon les chiffres du ministère de la Justice de 2020, on a à peu près 20 à 80 cas par an de néonaticides, de bébés qui naissent et qui sont tués aussitôt après la naissance. Pardon. Donc, chiffres sous-estimés, les 80 cas qui sont rapportés sont bien au-delà parce que c'est à l'issue souvent d'un déni de grossesse et on tue et on cache le cadavre de ce nouveau-né. Principalement les mères, du coup. Alors, c'est principalement les mères. Et ça, il faudrait qu'on retienne uniquement de ce topo, de cette conférence, que ce sont les mères qui sont le plus souvent mises en cause. Alors, ça nous interroge, nous cliniciens, nous psychiatres, sur cette clinique. Pourquoi, à un moment donné, ces mères tuent leurs propres enfants?
Donc, les pères, c'est exceptionnel. Les pères, ils tuent les enfants, mais ce ne sont pas des crimes en néonaticide, c'est des enfants bien plus âgés, bien plus grands, souvent dans le cas de conflits intrafamiliales, de ruptures avec la conjointe, de crises passionnelles où le père, des fois paranoïaque, atteint aussi d'un délire, peut emporter bien nombre de personnes de sa famille, y compris les enfants. Et donc, il tue la mère qui est supposée l'avoir trompée, il tue la mère qui est supposée l'avoir abandonnée dans une crise de conjugale importante, et il tue les enfants qui vont avec. Et souvent, les enfants ont plus de 5 ans, c'est des enfants qui sont plutôt plus grands et qui ne sont pas des enfants nouveau-nés. Donc, le meurtre reste un meurtre de femme. S'intéresser au filicide, s'intéresser à l'infanticide, c'est s'intéresser donc au crime au féminin. Ce sont des tueuses, des mères infanticidaires et non pas des pères infanticidaires. Et c'est, je le répète, rarement fait par les hommes. Un quart des meurtres donc, sont commis par les femmes, sont des meurtres dont les victimes ont moins de 15 ans. C'est-à-dire que la majorité sont des victimes jeunes et ce sont leurs propres enfants. Alors que pour les hommes, ça représente uniquement le 40e des homicides commis par les hommes. Donc les hommes tuent des majeurs, les hommes tuent leurs enfants, mais pas que. Les hommes sont beaucoup plus criminels, comme tu le sais parfaitement, Mathieu, que les femmes, à plus de 90%. Et les femmes restent une minorité, mais quand elles tuent, à un quart de fois, c'est leurs propres enfants et ce sont des enfants en bas âge. On a des explications, un éclairage éco-pathogénique sur le corps de la femme, le rapport à sa propre gestation ou le rapport à l'enfant. On a des éléments quand même pour l'analyse un peu clinique, psychopathologique et criminologique. Ce que je disais, c'est qu'elle est complètement complexe et compliqué. Donc, ce n'est pas une seule explication. Tout dépend. On va voir que le profil de ces mères meurtrières n'est pas du tout le même. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'il y a un problème, il y a un dysfonctionnement dans la question du lien de ces mères à leurs enfants. Et cette question reste une question pivot, une question centrale. C'est ce lien qui ne fonctionne pas. Et l'acte meurtrier fait encore plus à mettre cette question de lien en évidence, parce que des fois, les mères restent avec ce lien, avec le passage à l'acte criminel d'avoir tué leur enfant, l'acte infanticidaire, amène une culpabilité, et donc la mère garde le lien. Et l'affaire Courgeot, pour citer un exemple, nous l'a bien démontré, avec une conservation des bébés, comme si on conservait le lien avec son enfant, des bébés qu'on retrouve dans des congélateurs, des bébés qui sont congelés, figés, ou des bébés qui sont précieusement gardés dans des bocaux. Et donc, le lien reste à travers la conservation du corps de l'enfant. Donc, des fois, on ne conserve pas le corps, mais moi, j'en ai vu plein, plusieurs dizaines, pour ne pas dire plus d'une centaine en expertise avec ma pratique. Ces mères gardent le lien aussi avec le discours. Ils parlent de leur enfant comme si c'était un enfant qui est toujours resté vivant, et cette continuité, elle a du mal à être arrêtée par l'acte infanticidaire. Et au-delà de la clinique, la réponse pénale aussi est un peu, j'allais dire, ajustée au statut de mère. On a vu en fonction des pays, ça tombe ou pas. Et en France, comment c'est considéré sur le plan purement juridique dans la réponse pénale? Alors, la réponse pénale, elle est, tu le sais parfaitement, parce que tu travailles en prison, que la majorité écrasante des détenus, ce sont des hommes.
très peu de femmes sont détenues. Moi, j'ai la chance d'avoir sur Rennes le centre pénitentiaire pour femmes, un centre de détention pour les longues peines de toute la France, de tout l'Hexagone, et donc d'avoir comme beaucoup de dossiers de mères qui est mère meurtrière. Mais il faut savoir que les femmes bénéficient tout le temps d'indulgence tout le long de la procédure pénale. Pardon. Indulgence, pourquoi? Dès que en garde à vue, on sait parfaitement, il y a eu des études de la gendarmerie et de la police qui l'ont montré, que les gendarmes ont beaucoup plus d'empathie face à quelqu'un qui est en garde à vue, qui est une femme. Ce n'est pas le même comportement des officiers de police judiciaire, des officiers des gardiens de la paix face à une femme en garde à vue qu'un homme en garde à vue. Donc déjà, à la première étape de l'interpellation, on a une vue qui est complètement différente quand on met en garde à vue une femme ou un homme. Et tout le long du processus judiciaire, de la procédure judiciaire, depuis la garde à vue jusqu'à la présentation devant le JLD, jusqu'à l'instruction, jusqu'à la condamnation aux assises, mais aussi après la condamnation, on a une diminution, les femmes disparaissent progressivement dans les statistiques pénales. Pour donner des chiffres, 18% des femmes sont mises en cause. Déjà, les chiffres sont vus à la baisse, c'est-à-dire elles sont beaucoup plus nombreuses dans des passages à l'acte criminel et on ne les voit pas. Mais admettons que c'est 18% qui sont mises en cause. Seuls 10%, on perd déjà presque la moitié, sont condamnés. Donc, la procédure n'arrive pas à la condamnation et seuls 3% sont détenus et incarcérés. Donc, on retient, la procédure pénale n'est pas la même pour les hommes que pour les femmes. Il y a une certaine indulgence dans les acteurs du milieu judiciaire vis-à-vis des femmes, que c'est une minorité et que c'est une minorité carcérale. Les détenues femmes sont très peu. Et en plus, elles sont moins condamnées et elles sont moins incarcérées. Donc, alors, pour pondérer cette indulgence pénale, bien que la procédure pénale et le code pénal ne soient pas genrés, théoriquement, ça s'applique à tous les genres de la même façon, mais à cette indulgence pénale correspond aussi une grande agressivité de la population pénale féminine. C'est-à-dire qu'une femme écrouée, incarcérée suite à un infanticide, un félicide ou un néonaticide est très mal vue de la population pénale et elle est victime de violences et de mauvais traitements des autres femmes, de la part des autres femmes incarcérées. Et donc, du coup, ça fait des situations très compliquées à gérer en détention, surtout lorsque c'est médiatisé. Mais sur le plan clinique, est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de la participation de certains troubles psychiatriques à ce phénomène criminologique? Oui, bien sûr. Tu as raison de pointer cette agressivité des autres co-détenus parce qu'elles sont souvent victimes de maltraitance en prison, de menaces. Et comme la prison, c'est l'État dans l'État, hein, on fait sa propre loi. On sait parfaitement que pour les hommes, ce sont les pointeurs et donc les violeurs, les pédophiles qui sont très maltraités en détention. Un caïd qui roule la mécanique, on ne va pas s'approcher de lui, on ne va pas le menacer. C'est lui qui va menacer. Et il y a des règlements de compte en promenade. Et pareil, pour les femmes, elles sont maltraitées, malmenées, notamment au niveau de la douche, au niveau des promenades et au niveau aussi des travaux en tant qu'auxiliaires. Elles sont vraiment malmenées. Alors, si on parle étiologie, et on arrive au cœur du sujet, parce que c'est ça qui nous intéresse en tant que psychiatre, clinicien, il y a des situations complètement différentes. Le meurtre d'un enfant, il n'y a pas un seul profil clinique, il n'y a pas un seul profil psychologique, il n'y a pas un seul profil criminologique. Donc, le premier cas, c'est le déni de grossesse. C'est la majorité des cas. On en parle, Laura. Enfin, je vais détailler les uns après les autres, si tu me le permets, Mathieu. Ah oui. Ces différentes situations. Le déni de grossesse, la mélancolie et le suicide altruiste. Donc, c'est une entité clinique qui abolit le discernement au moment du passage à l'acte. Et c'est très difficile, on en parlera tout à l'heure aussi. Les troubles graves de la personnalité
et la maladie mentale avérée, parce qu'une mère schizophrène peut avoir un état délirant. Ce ne sont pas la majorité, mais aussi on peut avoir lors d'une éclosion d'idées délirantes un passage à l'acte infanticidaire. Je vais commencer par le déni de grossesse. On connaît les dénis de grossesse. Souvent, le déni de grossesse est partiel, mais il existe des dénis de grossesse totales. Donc, totales, c'est-à-dire qu'elles accouchent, elles n'ont même pas la moindre idée qu'elles étaient enceintes depuis 9 mois. C'est un mystère. Pourquoi? Pardon, je suis un peu enrhumée. C'est un mystère. Pourquoi? Les gynécos et les psychiatres, il y a des études aussi qui ont été faites pluridisciplinaires, expliquent que le mobile, l'embryon et puis après l'enfant se couche en antéversal sur le long de la colonne vertébrale. Ça ne se projette pas en avant comme une grossesse, un ventre qui s'arrondit, qui prend sa place. Et donc, on ne voit pas le ventre de la femme. En plus, la femme continue à avoir un spotting, l'équivalent de règles, et donc elle prend pour des règles. Et donc, elle ignore totalement qu'elle est enceinte. Les seins n'augmentent pas, le volume des seins n'augmente pas, le volume du ventre n'augmente pas. Et donc, à ce moment-là, arrive l'accouchement, parce qu'à un moment donné, que cet enfant doit naître et doit arriver. Et là, tombe l'enfant. Alors souvent, c'est en allant aux toilettes, souvent avec des contractions qui réveillent dans la nuit, elle ne comprend pas les douleurs qu'elle a, avec beaucoup d'hémorragie, parce qu'on ne sait pas du tout d'où ça vient. Et là, l'enfant arrive. Et imagine, Mathieu, l'état de la femme, en général, ce sont des jeunes femmes, avec cette panique, et on décrit une entité clinique de panique néonaticidaire. On panique d'avoir cet enfant qu'on n'a jamais fantasmé, jamais imaginé, d'où ça sort. Et donc, ça sort quand même. Et donc, on tue. On ne sait pas quoi faire. C'est comme si on a commis une faute grave et donc on veut la cacher. Et souvent, là, l'enfant, et j'ai énormément d'exemples, je pourrais en parler pendant des heures. J'ai vu une femme en Mayenne qui a jeté son bébé par le Velux de sa chambre. C'est une jeune femme. D'autres, elles mettent dans un sac poubelle, elles mettent dans la benne. C'est pour ça que je disais que les statistiques sont toujours à la baisse. Alors, quelqu'un qui jette son sac à ordures, je suis désolée d'être dans le trash, mais c'est la réalité clinique. Hein. Et donc, entend des cris d'enfants, et là, on récupère un enfant qui est dans un sac poubelle, on le jette dans un caniveau, et on le met dans un panier à linge et il est retrouvé par quelqu'un d'autre. Donc, il y a toujours cette panique néonaticidaire où on essaye de cacher l'enfant. Je me souviens aussi en Ille-et-Vilaine, une femme qui a eu un déni total de grossesse. Son mari ne voulait pas un autre enfant. Elle avait déjà un enfant. Elle a totalement passé à côté de sa grossesse. Et un soir, il était en déplacement, il était routier. Elle accouche, elle ne sait pas quoi faire. Il faisait -2 dehors. Elle l'a mis dans un état quasi de dissociation dans le coffre de sa voiture. Et donc, le lendemain, elle était amenée aux urgences pour une hémorragie. Ils ont trouvé un placenta et l'enquête a déterminé et a retrouvé le corps du bébé. Donc, on n'oublie pas aussi qu'on peut être dans ce fonctionnement à plusieurs reprises. Il y a des multi-infanticides. J'en ai vu 2, 3 fois avec des grossesses déniées totalement, avec des accouchements passés sous silence, où les nouveau-nés sont dissimulés à chaque fois et à chaque accouchement. J'ai vu plusieurs situations identiques aux urgences où une femme se présente pour des hémorragies et en fait, on va faire le diagnostic d'hémorragie de la délivrance. Et comme on trouve un placenta, il va falloir signaler qu'il y avait une naissance et que du coup, s'il y a une naissance, il y a un enfant manquant. J'ai vu plusieurs situations en expertise qui sont très, très traumatiques, y compris pour les urgentistes ou les gynéco-obstétriciens qui se retrouvent avec un placenta sans enfant. Et donc, du coup, il faut y penser effectivement dans ces situations. Mais ça renvoie un peu à la question aussi de la dépression, là, de femmes qui vont s'effondrer, qui étaient déjà sur une vulnérabilité particulière.
Alors, moi, je voulais parler d'un dossier d'expertise. Alors, à chaque fois, si tu permets, je donnerai une vignette clinique pour que les gens puissent voir un petit peu. C'est une jeune fille que j'ai vue en expertise qui est des Côtes d'Armor, qui avait 19 ans. Qui a eu un rapport sexuel, elle était enceinte, elle n'a jamais su qu'elle était enceinte. Elle n'était pas débile mentale, hein. Elle était en alternance, elle travaillait, elle était insérée sur le plan social, avec des copains, des copines, elle sortait. Elle n'était plus avec le père de l'enfant, bien sûr, mais toutefois, elle avait un déni total de grossesse. Cette fille, qui s'appelle Pauline, est allée à la piscine avec ses copains 2 jours avant. Elle était en maillot 2 pièces. Et les copains, avec le dossier d'instruction, témoignent qu'ils n'ont jamais vu qu'elle a grossi des seins, grossi du ventre. Elle était au 9e mois de gestation. Et un soir, elle part en boîte de nuit, donc c'était le 9e jour, elle danse toute la nuit, elle rentre à 5 heures du matin chez elle, et la prise de contraction, elle accouche dans la salle de bain, un enfant, un nouveau-né. Elle ne sait pas d'où il vient, ce nouveau-né. Donc, imaginez la tête de cette jeune adolescente qui a eu cet accouchement. Il y a du sang partout. On imagine une scène d'accouchement. Et donc, elle coupe le cordon quand même et elle étouffe le bébé avec une chaussette. Et donc, elle le met dans le panier à linge de la maison. Et elle continue à dormir. Sauf que, il n'y a pas de délivrance, le placenta est là. Et elle part, sa mère, elle se réveille. Elle voit le bébé dans le panier à linge. La mère est complice. Elle était mise en examen également et condamnée pour complicité de meurtre d'enfant. Et donc, elle part ce que tu décrivais tout à l'heure. Ce sont les gynéco-obstétriciens qui, en faisant une délivrance de placenta dans un contexte hémorragique génitales, qui ont demandé à faire l'enquête, hein, et on retrouve le bébé. Donc, c'est un déni total de grossesse et elle était condamnée parce qu'elle est responsable malgré son déni total de grossesse. Elle a été condamnée par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine à 20 ans de réclusion criminelle. Donc, elle a eu toujours un spotting. Elle a toujours été convaincue qu'elle avait ses règles et elle n'a jamais changé de morphologie. Donc, ce n'est pas une vue d'esprit. Le déni total de grossesse est une vraie réalité. Alors, une autre entité clinique dont je voudrais parler, qui est un grand pourvoyeur d'infanticide, et attention, nous cliniciens, quand on fait des prises en charge de personnes mélancoliques, attention aux permissions des mélancoliques, parce que j'en ai vu plusieurs qui, lors de la permission, alors elles sont hospitalisées pour mélancolie, des fois prises en charge, mais pas améliorées, ou pas du tout, une mélancolie qui est passée sous silence. Faites attention sur notre responsabilité chez les mélancoliques. Ne vous précipitez pas à faire des sorties en permission lors de week-ends pour une mère isolée avec ses enfants. Parce que c'est là où il y a des risques très importants, ou quand la mélancolie n'est pas encore détectée. Alors, la mélancolie, je ne vais pas vous décrire la clinique de la mélancolie, mais la dépression majeure, la tristesse gravissime de l'humeur, les idées mélancoliques de incurabilité et surtout une conviction délirante de ruine. C'est la fin du monde. Je suis ruinée, je ne vaux plus rien, de toute façon, c'est un désespoir total, je m'en sortirai pas. Et ces idées de ruine sont des idées avec une conviction délirante de ces idées de ruine, souvent chez des mères isolées, des mères où les conjoints se sont séparés, où elles n'y arrivent pas, ni sur le plan organisationnel, ni sur le plan financier. Et donc, la mélancolie s'installe. Et là, émerge chez cette mère mélancolique l'idée de s'en sortir en emportant ses enfants dans la mort avec elle pour les soulager d'une vie qui n'est plus vivable. Convaincue que la vie sur Terre est impossible, convaincue que c'est un grand cauchemar pour les enfants et il faut qu'elle les sauve. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un suicide altruiste, dans l'intérêt, dans l'altruisme de ses enfants. Et donc,
elle tue un enfant, elle tue ses enfants et elle essaye de se tuer elle-même. Mais comme il y a souvent un effet abréactif par le passage à l'acte sur les enfants, souvent ils sont multiples, hein, plusieurs enfants, elle n'arrive pas à se tuer elle-même. Et donc, elle reste là alors que les enfants sont partis. Et donc, souvent, ce sont des situations extrêmement catastrophiques. Et le rôle de médecin psychiatre est important dans le soin, bien sûr, mais aussi dans l'évaluation de cet état mélancolique délirant, parce que c'est suite à ce délire de désespoir et de conviction comme quoi elles ne peuvent plus vivre et elles ne peuvent pas s'en sortir, qu'on peut reconnaître, on doit reconnaître une abolition du discernement de ces mères qui sont mélancoliques. Alors, j'ai donné un exemple, c'est pas si fréquent, c'est pas si, je dirais, exceptionnel que ça. J'ai retrouvé des successions d'infanticides, donc dans la région Aquitaine il y a quelques années. Donc, avec d'abord un meurtre d'une femme, une maman de 35 ans qui a tué son enfant, qui venait de naître, c'était à Saint-Macaire. Une autre qui a noyé sa fille de 7 ans dans la baignoire, dans l'appartement à Bordeaux. Et une troisième à Mérignac qui a fait un triple infanticide, 3 enfants. Et moi, je donnerai aussi une vignette clinique. C'est Nathalie qui est infirmière, que j'ai vue en expertise également. Alors, qui a tué ses 3 enfants et son chien. Alors, pourquoi j'insiste sur le chien? Le chien, c'est un animal domestique et les gens qui ont des animaux domestiques ont vraiment un attachement à ces animaux. Et donc, emporter le chien, c'est emporter aussi un être vivant qui est cher à cette Nathalie qui était infirmière. Elle a été abandonnée par son conjoint, elle avait un sentiment délirant de ruine qu'elle ne va pas s'en sortir. Et donc, avec tous les signes et la triade mélancolique, et elle s'auto-accusait de ne pas être à la hauteur pour élever ses enfants toute seule, ne pas être à la hauteur de son mari qui l'a quittée parce qu'elle n'était pas assez bonne pour pouvoir le garder, et un sentiment de désespoir. Elle s'en sort pas, et elle s'en sortira pas. Et ses enfants ne s'en sortiront pas. Donc, Nathalie, qui est infirmière au CHU, qui travaillait, qui était insérée, elle était dans un service où tous les collègues pouvaient aussi voir son désespoir, sauf que c'est passé sous silence. Un week-end où elle devait travailler la veille, elle dit « je ne peux pas les laisser, je ne peux pas continuer à vivre comme ça ». Elle avait un bébé et donc elle l'a noyé dans la baignoire. Elle a tué son chien en l'empoisonnant avec la morora. Alors, ça paraît un crime organisé. Alors, c'est absolument pas organisé. C'est un crime qui est marqué par le sceau de l'étrangeté et le sceau de la mélancolie. Parce que, en fait, elle emporte le chien aussi, ce que je disais tout à l'heure. Et elle avait amené de l'insuline du CHU. Elle l'injecte à sa fille qui est partie en l'injectant de l'insuline. Et là, elle habitait une tour sur Rennes. Elle a sauté du 5e étage avec son enfant de 7 ans. Et donc, l'enfant est mort. Elle n'a eu que 2 fractures du calcanéum. Et donc, imaginez l'état de cette infirmière ayant emporté ses 3 enfants. Et elle s'en est sortie uniquement de fractures de calcanéum. Je vous dirai tout à l'heure par rapport au devenu de ces femmes, quand on parlera de l'irresponsabilité pénale ou pas, l'altération, abolition du discernement ou pas du tout chez ces femmes. Donc, première entité, c'est le déni de grossesse. Deuxième entité, c'est la mélancolie. Et je continue, c'est la troisième, les troubles graves de la personnalité. Et là, on retrouve vraiment les personnalités du cluster B qu'on connaît. Et donc, avec des passages à l'acte impulsif suite à une frustration. On retrouve les antécédents de maltraitance et de violence subies dans l'enfance. On trouve les carences affectives qui sont majeures dans le parcours de ces femmes, l'instabilité de la trajectoire, la dépendance affective, l'intolérance à la frustration. Souvent, c'est des scénarios avec des maltraitances progressives qui apparaissent
Alors, la première, c'est on donne une claque pour que l'enfant se tait. La deuxième, on fait encore une claque plus forte parce que on remarque que si la claque est forte, il se tait un peu plus longtemps. Des manques de soins, on ne donne pas à manger, on le laisse. Pardon. On le laisse dans son couffin sans donner du biberon et en regardant la série sur Netflix parce qu'il nous fait chier à pleurer on ne change pas sa couche. On retrouve des enfants avec des couches qui n'ont pas été changées depuis plusieurs jours. Et donc, cette maltraitance progressive, moi, crescendo. Et je me souviens d'une femme qui avait son bébé qui regardait sa série Netflix. Et donc, il pleurait et les cris stridents de l'enfant lui insupportaient avec son trouble de la personnalité et son impulsivité. Et elle a pris l'enfant et bam, elle l'a balancé dans le couffin à côté comme un ballon de basket. Et plus elle le balançait fort, plus il ne parlait plus, il ne criait plus, jusqu'à la forme de maltraitance extrême qui emmène à l'infanticide et à la mort de l'enfant. Est-ce qu'il y a pas une forme de maltraitance, excuse-moi, je te coupe, dans une continuité entre la maltraitance subie, la maltraitance agie, en particulier dans la trajectoire de ces femmes pendant leur enfance, dans l'attachement avec leurs parents, etc. Mais c'est parfaitement ça, Mathieu. Et donc, c'est cette continuité, c'est le langage. Tu nais en Espagne, tu parles espagnol. Tu nais au Liban, tu parles libanais. Tu nais dans un milieu où tu as été maltraité, tu parles maltraitance et violence. Donc, en fait, c'est un langage qui est acquis et c'est une forme, bien sûr, de répétition. Tu es bien placé pour comprendre avec toutes les personnes que tu prends en charge cette maltraitance qui s'impose et qui complète le tableau de ces troubles graves de la personnalité. Et donc, là aussi, je voudrais donner des éléments pour confronter ton hypothèse par rapport aux violences, les violences physiques et aussi les violences sexuelles. Parce que quand on les interroge sur leur parcours, elles ont subi cette catégorie-là des violences sexuelles intrafamiliales ou extrafamiliales. Et ça constitue un facteur de risque du comportement criminel féminin qui est majeur. Alors, tous les comportements criminels, pas que l'infanticide, mais c'est valable aussi pour les infanticides. Donc, les abus physiques dans l'enfance, c'est le facteur le plus important qu'on retrouve. Et donc, elles deviennent elles-mêmes délinquantes et elles-mêmes qui répètent cette violence. Alors, ce fait de subir ces abus, que ce soit des abus physiques, maltraitance psychologique, d'une façon insidieuse, répétitive, tout le long de leur parcours et notamment dans l'enfance, ajouté à des violences sexuelles aussi, augmente les facteurs de risque de passage à l'acte criminel. Et là, je te donnerai un exemple, une vignette clinique. Avant, tu comprends le système qui aboutit à l'infanticide. C'est très simple à comprendre. Donc, il y a un acharnement qui est féroce et incompréhensible au moment où elle s'agite, quoi. Et c'est la furie, la colère, pourquoi il pleure, je prends le syndrome de bébé secoué, j'en colle une deuxième, et voilà. Et puis, on arrive à la mort du bébé qui est un être fragile. Il y a une imprévisibilité du comportement parce qu'elles peuvent, ça arrive souvent, elles sont en train de regarder la télé. Je commence avec la série, je suis marquée par les séries et c'est souvent que l'enfant vient faire intrusion au moment où elles font une activité pour elles-mêmes, en fait. Et l'activité, c'est souvent, je suis avachie devant la télé. Et donc, elle mange sa pizza et d'une manière imprévisible, l'enfant commence à pleurer, il réclame les soins, pas de coping maternel, et là, il y a le passage à l'acte. Donc, elle ne prémédite pas, je vais le tuer. Ça les dépasse, c'est imprévisible. Et donc, absence de préméditation. Donc, et quand on les voit, ça se termine, elle continue à manger sur sa pizza et elle continue à regarder la série. C'est comme s'il y a une indifférence totale de leur passage à l'acte. Et bien sûr, on retrouve l'absence de culpabilité, l'absence de l'introspection de leur passage à l'acte. Et souvent, cette colère et cette furie coléreuse qui conduit à l'acte infanticidaire. Alors, c'est de
plus en plus de maltraitance, vous l'avez compris, hein, qui augmente crescendo, avec des négligences qui augmentent de plus en plus, des sévices de plus en plus forts et qui poussent à l'extrême, qui aboutissent à la mort. Je te donne une vignette clinique, mais attention aussi, dans ce cas de troubles de la personnalité, les carences, l'impulsivité, attention, le rôle des toxiques, hein, comme tout crime, hein, pour les hommes, pour les femmes, pour tout type de crime, on sait très bien que c'est liaison dangereuse entre les substances psychoactives et le passage à l'acte criminel, et donc la dépendance aux toxiques, notamment l'alcool, hein, chez les femmes, on retrouve beaucoup d'alcool, et de plus en plus, du cannabis et la cocaïne qui fait son entrée depuis 2 ans, tu le sais parfaitement. Et donc, on retrouve un facteur de risque des consommations et mésusages de substances qui sont associés à ce profil de mère criminelle. Alors, une vignette clinique, c'est la vignette de Aline Lelièvre. Alors, je peux en parler parce que moi, je l'ai vu en expertise. Si vous tapez sur Internet, vous avez 36 000. Il y a même des TikTok maintenant qui sont faits sur Aline Lelièvre. C'est une femme qui est de Redon, juste à côté de Rennes, que j'ai vu en expertise, qui a été condamnée. Elle a fait la une parce que elle a tué son enfant qui s'appelle David, qui avait 1 an et demi. Donc, on n'est pas du tout dans le déni de grossesse. Hein. On est avec un enfant et qui a été condamné. Elle a fait objet de beaucoup de médiatisation parce qu'elle avait été à la gendarmerie elle-même en disant « on a enlevé mon enfant ». Et donc, les gendarmes ont fait des recherches, etc. Et elle a tourné bourrique les gendarmes pendant longtemps pour comprendre au final que c'était elle qui l'avait tué. Alors, donc, Aline Lelièvre était une femme qui a eu des carences affectives dans l'enfance, qui a été élevée dans une famille qui est totalement dysfonctionnelle, avec des non-investissements affectifs de sa mère, de son père, et elle est enceinte d'un homme qui la quitte. Elle travaille en tant que serveuse, donc c'est difficile pour elle de jongler avec les horaires de travail de restauration qui sont des horaires très chronophages et son fils qui a 1 an et demi. Et elle est toute jeune, elle a envie de vivre sa vie. Et donc, ça commence, elle arrive à le gérer. Et à un moment donné, il y a sa nourrice qui déménage, qui gardait l'enfant, qui déménage et elle n'a plus de solution pour la garde des enfants. La mère totalement absente, l'entourage familial totalement absent. Donc, elle se trouve acculée à ne pas avoir de système de garde pour son fils. Sauf que elle doit travailler parce que sinon elle ne vit pas et elle ne fait pas vivre son fils. Au départ, elle laissait très peu son enfant, elle essayait de gérer comme elle pouvait. Et quand elle rentrait, elle était fatiguée de sa restauration et donc elle ne changeait pas sa couche. Il pleurait, elle ne lui donnait pas à boire, ni à manger. Et elle le laissait dans un parc. Vous savez, tu sais, ça c'est à l'ancienne, on mettait les enfants dans un parc à bébés. Et donc, après, elle dit, ben, pourquoi pas, ça marche bien comme ça, je le retrouve à chaque fois, je vais sortir. Et elle commençait à sortir en laissant de plus en plus l'enfant, jusqu'à un soir, elle en avait marre, elle le tue. Parce que elle ne supporte plus d'avoir ce poids. Il avait 1 an et demi. Et donc, quand elle voit qu'elle a fait cela, elle le met dans un sac de sport. Elle part avec son scooter, elle le jette dans un plan d'eau avec le sac. Elle jette le sac dans le plan d'eau. Et donc, elle se rend à la gendarmerie parce que, ben, évidemment, on va savoir où il est l'enfant. Et donc, elle déclare qu'il a été enlevé et qu'elle était très malheureuse d'avoir perdu son enfant. Et donc, on voit bien les carences, on voit bien la maltraitance, on voit bien le non-investissement, on voit bien l'isolement de cette jeune femme, on voit bien qu'elle n'a pas d'autres ressources, on voit bien que ses sévices augmente crescendo jusqu'au décès. Et elle fait cet acte et elle déclare. Bon, l'enquête a déterminé après qu'elle était la mère infanticidaire. Elle a été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. La cour d'assises n'a pas du tout aimé son comportement. Donc, c'est un profil qui est particulier. Et tu vois bien que ce n'est pas le même profil que la panique néonaticidaire de notre Pauline, le premier exemple. Alors,
Et les troubles mentaux. Est-ce que les maladies mentales avérées entraînent aussi des conduites infanticides? Ben, bien sûr, les psychoses puerpérales, bien sûr, les schizophrénies, les mères schizophrènes, avec une déclaration de maladie schizophrénique qui est bien établie, en fait, un diagnostic établi lors d'une bouffée délirante et d'une éclosion délirante. Ils peuvent avoir des passages à l'acte, mais surtout, c'est la porte d'entrée dans la schizophrénie. C'est-à-dire le passage à l'acte médico-légal est un passage à l'acte inaugural de porte d'entrée dans la schizophrénie. Et donc, c'est souvent décrit et par contre, c'est la minorité. C'est-à-dire que les crimes perpétrés sur les enfants par des femmes schizophrènes est rare. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de prise en charge de périnatalité chez les schizophrènes. Tous les voyants s'allument au rouge quand on est enceinte et on est schizophrène. On a une surveillance qui est accrue. Et il y en a quelques-unes qui passent à travers les mailles de filet, mais bon, voilà. Et la prévention primaire est très importante chez ces patientes qui sont reconnues schizophrènes. En revanche, chez des jeunes qui ont 19 ans, femmes jeunes qui sont enceintes, qui accouchent, et c'est la porte de l'accouchement fait début de schizophrénie ou fait état délirant aigu, là, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, je me souviens d'une femme à Laval, Françoise, qui a explosé la tête, le crâne de son enfant avec un rouleau à pâtisserie. Et c'était une mère célibataire, elle avait 19 ans et c'était un passage à l'acte qui faisait porte d'entrée dans la schizophrénie. Elle pensait que l'enfant était un cadeau du diable et que l'enfant avait des lumières rouges dans ses yeux quand il la regardait et qu'il lui envoyait du poison avec ses yeux. Elle a pris le rouleau de pâtisserie. Elle avait un délire paranoïde à ce moment-là et les thématiques mystiques de diable, de Dieu, etc. Et elle agit sous l'emprise d'automatisme mental, d'injonctions hallucinatoires. Et là, bien sûr, tu comprends que l'abolition est au premier plan. Parce que les situations varient et donc du coup les expertises, les conclusions de l'expertise entre pas d'altération, pas d'abolition, altération et abolition. Là, Pauline, ça nous intéresserait d'avoir la suite. Et Nathalie aussi, l'infirmière, là, parce qu'il y avait 4-5 modes opératoires entre la mort orale, l'insuline, la défenestration. Donc, c'est quand même des séquences très particulières. Et donc, la réponse médico-légale sur le plan expertal, comment on traite ces dossiers? Alors, je vais te garder en haleine pour savoir le devenir de ces 3 vignettes cliniques, mais je vais te parler d'une manière générale comment on fait une analyse médico-psychologique et criminologique dans ces cas très complexes. Alors, on a des caractéristiques, hein. On a retiré des caractéristiques. Des caractéristiques je les résume à nouveau, mais c'est important de répéter pour garder ça en tête. Donc, les meurtres de nouveau-nés, c'est plutôt les mères et que les pères. Les pères, c'est les grands enfants ou les adolescents et souvent dans un contexte passionnel. L'âge des auteurs. Quand il y a des dénis de grossesse, c'est souvent des jeunes, mais d'une manière générale, l'infanticide, c'est entre 30 et 40 ans, rarement au-delà. C'est-à-dire, comme c'est les premiers mois, les premières semaines, les premiers jours de la naissance, elles n'accouchent pas après 40 ans, la plupart. Donc, c'est des femmes jeunes. Et un facteur de risque qui est criminologique, qui est retenu, c'est les femmes multipares. Elles ont plusieurs enfants. D'où la question du devenir de ces femmes qui est importante, c'est quel lien, après avoir commis l'irréparable, le meurtre d'un des enfants, qu'est-ce qu'elles font avec les autres enfants? Donc, ça, c'est important. Donc, multipares, des milieux défavorisés, et je mets l'accent sur le milieu défavorisé parce que l'isolement, le manque de moyens, le manque d'aide, le manque de soutien et surtout cumulant toutes ces carences, toutes ces maltraitances, toutes ces manques de sollicitation éducationnelle dans l'enfance et surtout cette dépendance affective qui sont le terreau au niveau criminologique. Donc tout ça, ce sont des facteurs de risque qu'on décrira pour le risque de récidive. L'état psychique de l'auteur, et la psychose puerpérale, on en a parlé avec les états délirants de la mère, les troubles oscillants de l'humeur, les schizoaffectifs, souvent c'est les maltraitances dans l'accélération maniaque et on a très rarement des infanticides, sauf la mélancolie
que je répète, grand pourvoyeur, attention, mélancolie, les voyants s'allument, le risque de suicide élargi, de suicide altruiste. La schizophrénie, bien sûr, débutante, porte d'entrée ou bien avérée à ce moment-là. Maladie épileptique en post-crise commerciale, furie épileptique. Donc, ça, c'est déjà vu chez les épileptiques avec débilité mentale associée ou pas, avec, en post-commercial, avec cette furie épileptique lors de la crise. L'alcoolisme, une mère qui est alcoolique et toxicomaniaque a beaucoup plus de risques de faire un passage à l'acte sous l'emprise d'alcool ou d'autres toxiques. Et je ne reviens pas sur la personnalité dissociale et les traits de caractère que j'ai décrits comme Aline Lelièvre, avec l'intolérance à la frustration, les colères qui sont impulsifs, les cris intolérables des enfants et les actes de négligence extrême qui aboutissent à des morts ou volontaires, parce qu'elles en peuvent plus, elles veulent plus en entendre parler, ou accidentelles, parce qu'avec une maltraitance à l'extrême, elles ne pensent pas tuer leur enfant, mais la maltraitance, elle est plus grave. Et là, on a une fracture de crâne, une contusion cérébrale, un hématome extradural et l'enfant décède. Donc, on voit bien que les caractéristiques criminologiques sont en rapport aussi avec l'étiologie et le profil de ces mères auteurs. Alors, selon l'acte lui-même, parce que là, comment elles font quoi? Il y a des modalités opératoires qui sont différentes chez ces mères. Des coups, des suffocations, étranglements, noyades. On a vu chez l'infirmière injection, empoisonnement aussi, électrocution dans les baignoires. Des modalités immédiates avec les mains nues, les coups, ou médiates avec l'intermédiaire d'un objet, donc un foulard pour pendre. J'ai le souvenir d'une mère infanticide qui a pendu son bébé à la fenêtre avec son foulard, les volets fermés, s'il vous plaît, et donc le couteau, mais c'est plutôt, le couteau, c'est très rare chez les femmes, c'est plutôt des meurtres d'hommes et à l'âge un petit peu plus avancé. Alors, tu vois que les modalités ne sont pas les mêmes selon aussi le profil des mamans. L'expertise, ah. Alors, je fais un clin d'œil à Laurent Layet qui a fait le procès Mazan, et c'est une photo dans le procès Mazan qui a été prise. Et il y a des caricatures, mais je ne les ai pas retrouvées pour les mettre. Et donc, quelle est la place du psychiatre expert? Laurent, il a tenu d'une manière formidable le procès Mazan tout seul. Et la place c'est pas des infanticides, mais bon, on a des gros procès quand même. Et la place du médecin expert, c'est un pivot, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que si vous reconnaissez une mélancolie, c'est l'abolition du discernement. Et qu'est-ce qu'elle va avoir? Un SDRE judiciaire, elle va être orientée vers le soin. Elle sort du champ pénal, et elle sort de l'incarcération, elle sort du droit commun, et elle va à l'hôpital psychiatrique pour être suivie. Et donc, après, il y a des mesures de sûreté, c'est une SDRE judiciaire, il y a la main levée qui est demandée, donc il faut 2 expertises pour approuver cette main levée, etc. D'accord, mais on n'a pas la même évolution que si elle n'est pas abolie et elle va dans le droit commun où elle subit, où elle reçoit une peine de 20 à 30 ans, voire perpétuité. Donc, la place, c'est l'expert psychiatre qui décide. Alors, Laurent Layet tout seul, il ne va pas décider comme ça. Dans toute abolition du discernement, il y a toujours une contre-expertise. On n'est pas one shot. Donc, ça, le code de la procédure pénale et les magistrats instructeurs le connaissent très, très bien. On fait une double expertise. Et si la double expertise n'est pas concordante, on fait un collège d'experts. Donc, on n'abolit pas comme ça une mère qui a tué son enfant. Donc, la place de l'expertise est importante pour reconnaître l'abolition. Abolition dans le cas de la mélancolie, abolition dans le cas de troubles mentaux avérés, donc schizophrénie, porte d'entrée dans la schizophrénie,
responsabilité pleine quand il s'agit de troubles de la personnalité avec l'impulsivité, les maltraitances, etc. Et elles prennent cher, hein, je peux te dire qu'elles prennent vraiment très cher. Et même si elles sont complices, hein, parce que je n'ai pas parlé, et permets-moi s'il te plaît cette parenthèse, sur les femmes qui sont instrumentalisées par des hommes, parce qu'elles sont tellement dépendantes affectivement de leur conjoint que le conjoint peut maltraiter et elles ne disent rien. Donc elles sont mises en examen et condamnées pour une complicité de maltraitance. Elles laissent faire les conjoints parce qu'elles sont totalement dépendantes affectivement de ces conjoints, ou elles sont sur une relation d'emprise avec ces conjoints qui exercent sur elles cette domination et elles deviennent l'instrument du conjoint pervers ou l'instrument d'un conjoint qui lui-même il maltraite et elle se tait. Et donc là, la complicité est également très, très sévèrement condamnée. Donc, abolition quand il y a maladie avérée, abolition quand il y a mélancolie, donc bien sûr, et schizophrénie. Et alors, il reste le déni de grossesse. Le déni, qu'est-ce que ça devient? 2 minutes pour t'en terminer. Oula, ben 28. Donc, on passe, s'il y a le déni de grossesse, et souvent, quand il est partiel, il est totalement responsabilisé. Quand il est total, on peut altérer pour la panique néonaticidaire. Et donc, on altère, mais n'empêche qu'il passe devant les assises et elles prennent cher également en tant que condamnation. Donc, pour donner alors l'évolution, alors Aline Lelièvre a été condamnée à 30 ans avec 30 ans ferme avec peine planchée. Comment la première, Nathalie, il y a eu collège d'experts, il y a eu abolition, il y a eu plusieurs expertises et qui ont confirmé l'abolition. Elle est passée devant la CHINS, la chambre de l'instruction, et qui n'a pas accepté l'abolition. Elle est passée devant le droit commun et elle a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Et quand je vais au centre pénitentiaire pour femmes, elle s'occupe du ménage et elle frotte le parquet. Et comme si elle était en train d'expier en frottant le parquet de cette culpabilité qui lui est insupportable. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide, mais toujours pas réussi. Donc, elle porte son passage à l'acte et sa mélancolie encore 20 ans plus tard avec elle. Et en cas d'abolition de schizophrène, la personne qui a tué avec le rouleau à pâtisserie, elle est toujours en SDRE judiciaire et dès qu'il y a une personne, aucun expert ne prend la responsabilité de faire la main levée parce qu'elle est toute jeune. Elle peut encore avoir des grossesses et donc elle est soignée. Elle est en programme de soins ambulatoires obligatoires. Si tu veux bien conclure. Je conclus. Donc, pour dire que quelle complexité hein, ce filicide. Notre positionnement en tant qu'expert est central. Le positionnement juridique, vous voyez bien, même si on reconnaît, nous, l'abolition, les magistrats peuvent ne pas suivre. Et donc, ce sont des situations très complexes. Et donc, la réponse, est-ce que la réponse en détention est la vraie réponse? Ça reste très difficile à appréhender. Et comment elle évolue et quel est le rôle de la prévention des prochaines grossesses, c'est surtout ça. Et donc, ça reste quand même les filicides, un meurtre qui est incompréhensible pour la société, qui casse le mythe de l'instinct de mère protectrice. Et je vous remercie. Bravo, merci Nidal. Pour les questions, je suis désolé, il faudra repasser par les mails ou le prochain webinar. Un grand merci. Donc, vigilance, accompagnement, expertise digne de ce nom avec tout le déroulé médico-légal et la discussion qui permet d'éclairer quand même la psychopathologie, la vulnérabilité des sujets. Et comme tu l'as rappelé, les juridictions ne sont pas tenues de suivre les conclusions de l'expert. Et donc, on a aussi probablement un travail en termes d'information, de sensibilisation de la société et des magistrats pour pouvoir un peu mieux accompagner ces femmes qui, comme tu l'as rappelé, après un suicide, homicide interrompu ou échoué, c'est-à-dire qu'il y a eu homicide réalisé, mais le suicide a été interrompu ou a échoué, il y a quand même des tentatives de suicide et des femmes qui se tuent très bien à distance.
Donc attention, hein, quelqu'un qui a échoué dans son suicide élargi, dans son homicide, suicide, dans son filicide, suicide, attention, le risque persiste, en particulier aux dates anniversaires d'un des enfants ou du passage à l'acte ou éventuellement du mariage. Donc attention, on reste vigilant. Et un grand merci Nidal encore une fois pour ces éclairages. On vous retrouve pour les prochains webinars de l'AFPBN. Merci. Juste un dernier mot, Mathieu. On rappelle la journée synergie des spécialités forensiques qui aura lieu le 21 mars à l'Académie de médecine à Paris. Ouais. C'est une journée qu'on co-organise avec la médecine légale. Et donc, vous pouvez retrouver sur tous les réseaux et sur le site de la FPBN le lien pour vous inscrire. On vous attend nombreux si vous êtes intéressé par la thématique de psychiatrie légale. 21 mars, c'est un vendredi. Merci Alors, beaucoup. Pour aller plus loin, c'est très, très important, si ça vous intéresse le sujet, un magnifique agi pénal qui a été coordonné par Manuel Orsat sur le thème des filicides. Et donc, allez le lire, allez le télécharger. C'est un agi pénal de 2023 et la référence, c'est le 368. Donc, à bientôt. Et le prochain c'est toi, Mathieu, qui va nous parler féminicide. Exact. À très, très bientôt. Au revoir. Au revoir.